Du coup, je vais commencer très rapidement. Le but, c'est pas de perdre du temps sur une présentation perso, une présentation fly. Je vais juste vous raconter sur deux fly comment est-ce qu'on est arrivé à cette question des trois moments de changement d'échelle. Donc, très très rapidement sur moi-même, moi je suis ingé de formation IT. J'ai démarré là-dedans parce que j'aimais bien les systèmes, la systémie, l'architecture, j'aimais bien les maths, j'aimais bien l'économie. Et du coup, j'ai démarré ma carrière dans la finance. J'ai vite découvert que la finance, c'était très ennuyeux. Et donc, j'ai pas fait ça longtemps. Je suis reparti plutôt dans la gestion de projet, l'agilité, c'était des domaines que j'aimais beaucoup. J'ai quand même fait ça en finance avant de partir et de me lancer dans l'entrepreneuriat, où là, par contre, j'ai découvert un univers dans lequel je m'éclatais énormément. J'ai cofondé Fly avec d'autres il y a quelques années, et ça fait maintenant un peu plus de 7 ans que j'accompagne soit des personnes, soit des équipes, soit des startups, soit des scale-up, un peu de tout. Je dirais qu'à Fly, on a accompagné pas loin de 300 organisations, essentiellement des startups et des scale-up. Et d'un point de vue tout à fait personnel, depuis le Covid, j'ai décidé de partir en remote, tester si ça marchait, ce mode de vie et le coaching à distance. Et donc, je vous fais cette petite masterclass depuis un petit patelin en Bretagne qui s'appelle Sainte-Marine, au bord de la mer. N'hésitez pas à venir visiter, c'est très joli. Alors, sur Fly, je dirais au départ, qu'est-ce qui nous a motivés? C'est qu'on voyait beaucoup de toutes petites équipes avec des dynamiques collectives passionnantes. Des équipes qui marchaient très bien, qui marchaient très vite et où les gens s'éclataient. Et dès qu'on regardait les boîtes à une taille un petit peu supérieure, on retrouvait des modèles et des modes d'organisation de grands comptes beaucoup moins épanouissants et beaucoup moins efficaces, avec des gens bien plus malheureux, et on trouvait ça un peu dommage. Et donc, la thèse de départ de Fly the Nest, je dirais que c'était comment est-ce qu'on fait pour ne pas perdre son âme dans la croissance? Comment est-ce qu'on fait pour rester qui on est? Comment est-ce qu'on fait pour garder ces mêmes modes de travail qui sont à la fois efficaces et épanouissants? C'est vraiment là-dessus qu'on a démarré. Et la manière qu'on avait de proposer nos offres était découpée selon la taille des équipes. En fait, on se disait, OK, une boîte de 1 à 15 personnes, une boîte de 15 à 30, 30 à 60, 60 à 120. En interne, on avait des noms de code pour ces offres qui étaient des oiseaux, les hirondelles, les aigles, les albatros, les condors. Vous l'avez compris, plus ils étaient gros, plus on y passait du temps. En fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ce système d'offres qu'on avait chez nous, il était assez centré sur nous et pas vraiment centré sur nos clients. Parce qu'en fait, c'était, même si évidemment à chaque étape, on rajoutait des choses dans l'accompagnement parce qu'il y avait besoin d'enrichir et qu'il y avait de plus en plus de choses, plus la taille était importante. En fait, c'était surtout une question de temps qu'on passait sur chacune de nos missions et donc une question de pricing. Mais ce n'était pas vraiment lié à la problématique que rencontraient nos clients à cet endroit-là. Et c'est en creusant beaucoup plus cette question de la croissance qu'on a fini par se rendre compte que ce n'est pas la croissance au sens large que traite Fly the Nest. Parce que traite Fly the Nest, c'est la question du changement d'échelle, du changement de dimension. Un petit peu ces moments clés où, par nature, l'organisation, elle a changé de forme et ce qui marchait à une étape ne marche plus à l'étape suivante. Et donc, il y a un peu deux manières. Soit on l'anticipe pas, ça s'impose à nous, et d'une forme ou d'une autre, on se prend quelques murs. Alors, des fois, ça passe, mais on prend quand même quelques murs et quelques difficultés. Euh, des fois, on l'anticipe, on arrive à comprendre un petit peu ce qui va se passer, et c'est l'inverse. On peut vraiment en tirer profit complètement de ces moments de changement d'échelle, et c'est des moments clés où on peut énormément gagner en vélocité. Et on le sait, hein, quand on lance une boîte, la vélocité, c'est quand même important. On peut représenter ça par une course automobile, hein. Les moments de changement d'échelle, c'est les gros virages techniques, quoi. Donc, si on sait bien les prendre, on gagne beaucoup, beaucoup de temps. Ce n'est pas dans la ligne droite qu'on gagne du temps. C'est avec ces concurrents. C'est vraiment dans ces moments un peu tactiques, qui sont un peu techniques à manœuvrer. Alors, pour aborder cette question-là, je vais tout de suite euh, spoiler un petit peu tout ce qui va se passer. Je vais vous raconter tout de suite les 3 étapes de scale et je vais vous raconter comment est-ce qu'on va en parler. Donc, on va faire un petit tableau, on va avoir 3 scales et puis on va avoir 3 lignes par lesquelles on va étudier les choses. Les 3 entrées par lesquelles on va explorer nos 3 moments de scale, c'est les 3 éléments fondamentaux d'une équipe. À savoir, le premier, c'est la vision, la stratégie. Le second, ce sont les modèles organisationnels,
la manière qu'on a de fonctionner ensemble, de piloter la performance, d'organiser l'exécution, d'organiser les projets. Et le troisième, c'est la culture. Ça, c'est les trois grands piliers qui font une équipe fonctionnelle, qui font qu'une équipe marche bien, s'épanouit. Si ces trois piliers-là sont bien bossés, a priori, ça se passe toujours à peu près bien dans l'équipe. Donc, c'est par ces trois clés de lecture-là qu'on va regarder nos moments de scale. Et les trois moments de changement d'échelle dont on parle, ben, je vais tout de suite vous les donner. Le premier, c'est celui qu'on appelle Thunder to Core Team. C'est le moment où on passe d'une toute petite équipe des premiers cofondateurs, 1, 2, 3, 4, 5, bref, c'est vraiment les pionniers du tout début, à la core team, qui va peut-être jusqu'à 20 personnes. Le deuxième moment de changement d'échelle, on l'appelle Team of Teams. C'est le moment où on commence à être une équipe d'équipes. On n'est plus juste une seule équipe core team où tout le monde se connaît, où on arrive à tout bien fonctionner ensemble. On commence à se spécialiser, on commence à avoir des équipes qui ont leur propre spécificité et on essaye de synchroniser un petit peu tout ça. Ça va pour nous de 20 à 100, 150 personnes en général. Donc c'est quand même une grande période pendant laquelle il y a tout ça qui se passe. Et la troisième étape de changement d'échelle, nous on l'appelle diversification. En fait, c'est le moment où on passe de un business à plusieurs business. Pour beaucoup de boîtes, ça va être le moment où peut-être un deuxième pays commence à être suffisamment conséquent pour qu'on réfléchisse à ces deux premiers pays de manière un peu différente, peut-être en termes de stratégie. On peut peut-être commencer à avoir des nouveaux secteurs qu'on adresse. Je vois des gens de fonds d'investissement. On a peut-être plusieurs fonds d'investissement qui ont des stratégies complètement différentes. Il y en a une qui adresse peut-être les toutes petites boîtes, une qui adresse peut-être les très grosses boîtes. Et ça peut être aussi le moment où on a plusieurs produits. Ça, c'est un moment très technique aussi à vivre, le moment où on commence à avoir une multiplicité de produits. Ça, c'est une troisième phase qui, pour nous, est au-delà de 150 personnes et qui va jusqu'à, dur à dire, mais je dirais au moins 2000 personnes. En général, on voit bien ce qu'on appelle les grosses scale-up chez nous, là, les licornes. On est vraiment dans cette dimension-là. On commence à avoir les US qui pèsent souvent très très lourd, voire qui sont passés devant l'Europe, hein, c'est assez fréquent. On n'a plus un seul produit. Et puis, je ne sais pas, si on était en B2B et qu'on s'adressait aux grands comptes, bah ça y est, on commence à avoir une deuxième dimension dans l'entreprise qui s'adresse peut-être aux entreprises plus intermédiaires, etc. Donc voilà, ça va être le framework avec lequel on va bosser, c'est-à-dire 3 moments de scale clés et 3 modes de réflexion, la vision et la stratégie, l'organisationnel et la culture. Je nous mets un petit tableau blanc devant les yeux, je vais prendre des notes directement. J'aime pas du tout les slides, je m'en excuse pour ceux qui aiment les slides. Moi, j'aime bien faire des dessins, et donc je vais faire des dessins du long. N'hésitez pas, sentez-vous libre à faire des screenshots au fur et à mesure. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc, vous le voyez, on est là. On a notre scale 1 que nous, on appelle la core team. Alors, excusez-moi, il faut que je prenne mon petit crayon. Hop, la core team. Le deuxième, notre scale 2 qu'on appelle Team of Teams. Et notre troisième qu'on appelle Diversified. Je vais à chaque fois zoomer un petit peu dans chacune des cases. On va commencer par comprendre qu'est-ce qui se passe en termes d'enjeux sur les 3 étapes. Donc, on va passer 5 minutes sur chacune des 3 étapes pour raconter l'enjeu de chacune des cases. C'est quoi l'enjeu quand on est en train de créer sa core team en termes de vision, en termes d'organisationnel, en termes de culture. Puis, on va réfléchir au Team of Teams, pourquoi c'est un petit peu différent. Et enfin, au Diversify. On va passer, je dirais, 10 minutes à explorer ces 3 phases-là. Et le reste de la masterclass, on le passera à ce que je vous donne tout plein de frameworks, c'est-à-dire des manières de réfléchir à cette question et de les traiter dans vos boîtes ou dans vos organisations. Comme ça, vous aurez plein d'outils et si vous voulez partir avec ça, vous pourrez tout de suite y aller. N'hésitez pas toujours à poser des questions si vous en avez tout seul. Alors, du coup, le premier, core team, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, c'est une dimension qui va jusqu'à, en général, on dit 20 personnes. Pourquoi 20 personnes? Parce que
Je ne sais pas si vous connaissez ce petit bouquin qui s'appelle La Horde Agile, qui décrit que le maximum d'épanouissement d'une équipe, c'est autour de 7-8 personnes. Donc du coup, en général, un très bon span managérial, span de contrôle, c'est autour de 6-7 personnes qu'on manage. Et en général, dans nos startups, on a peut-être 2 ou 3 fondateurs. Et donc, du coup, ça nous amène assez rapidement à 20. Et si on n'a qu'un seul ou 2 fondateurs, on se retrouve assez vite avec une troisième personne clé qui fait beaucoup de choses. Je pense typiquement à un CTO qui était peut-être pas fondateur, qu'on a trouvé après. C'est un très grand classique. On se retrouve avec 2 founders plus un CTO. Bon, voilà, on a bien notre premier trio qui va ensuite permettre d'avancer. L'enjeu stratégique, quand on est core team, il est très simple, c'est l'adéquation produit-marché. Je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça. Pour beaucoup, j'imagine que vous en avez entendu parler. Mais à ce stade, on est en train d'explorer pour construire le meilleur produit possible. Quand j'entends produit, c'est au sens de toute l'offre, c'est-à-dire évidemment la forme du produit, ce qu'il apporte au client, mais comment est-ce qu'on le met en place chez le client, comment ça se déroule, mais également comment on le vend et comment on le market. Ça, c'est des choses qu'on ne pense pas souvent, mais histoire de couvrir toute la chaîne de valeur, on va essayer de construire, et tout est itératif à ce stade. Ça peut durer assez longtemps, hein. En général, ça va jusqu'à la série A. C'est vraiment le moment où on se dit, bon, ok, là, ça y est, j'ai trouvé mon adéquation produit-marché, je le maîtrise bien, je peux y aller. L'enjeu organisationnel qu'on a là, en vrai, ils sont assez faibles. Globalement, on arrive toujours à se débrouiller pour que tout marche bien. On arrive à piloter, en fait, tous tes projets. Ça, c'est important. Tes projets. Donc, tout est ce qu'on appelle, nous, du build. Et ça, c'est, bon, ça va. On sait faire des projets, on sait faire des plans. C'est quelque chose on sait tous à peu près faire. On arrive souvent à se débrouiller. Même si c'est pas parfait, on arrive à itérer, on arrive à avancer. On sait assez bien le faire. En plus, ce qui est très pratique à ce stade-là, c'est qu'avant, on se connaît tous. Et donc, en fait, c'est assez smooth. On arrive tous à savoir ce qui se passe à peu près partout. On arrive encore à avoir un point de vue un peu sur tout. Et en tant que funder, on a souvent encore une expertise sur à peu près tout. Donc, c'est pas si difficile de gérer l'organisationnel à ce stade-là. Les équipes, c'est encore balbutiant. Donc, c'est pas le plus dur. Par contre, je dirais que mon enjeu le plus critique, il est au niveau de la culture. Et ça, c'est celui sur lequel je vais insister beaucoup. Ici, c'est critique. Pourquoi c'est critique? Parce que si on recrute mal à cet endroit-là, si on recrute des gens qui vont pas tout à fait fitter avec la culture, on va se retrouver au stade d'après à ce que ces gens-là recrutent eux-mêmes. Et on va se retrouver avec une culture qui va très largement diverger. Je ne compte pas le nombre d'organisations chez Fly the Nest qu'on a accompagnées au stade Team of Teams et qui ont débouché sur un licenciement de 20 à 50% des effectifs. Parce qu'en ayant compris la culture, en ayant formalisé une culture, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait plein de gens qui ne fitaient pas tant que ça dedans. Et souvent, les gens, il y en a une partie qui parle d'eux-mêmes, hein. Ça se fait assez bien, mais une partie qu'on est peut-être obligé de faire partir aussi. Et on perd un temps fou, alors que c'est vraiment le moment où on n'a plus envie de perdre du temps. Donc, à ce stade, moi j'insiste beaucoup, la culture c'est hyper critique et c'est en plus hyper complexe. Parce que, en général, on débute, donc ça fait partie des premières boîtes qu'on monte, donc on ne se connaît pas soi-même encore si bien que ça, donc d'écrire sa propre culture, c'est difficile. Réussir à décrire une culture collective entre funders et en incluant petit à petit une core team, c'est encore plus difficile. On ne sait pas trop comment est-ce qu'on doit faire ça. Et surtout, on est obligé de faire les 2 choses qui sont parmi les plus difficiles en entrepreneuriat, recruter et licencier. En fait, croire qu'on sait très bien recruter quand c'est le début, moi je crois que c'est impossible. On fait une fois sur 2 des erreurs, on se plante tout le temps, et licencier, on a la trouille de le faire. On est à peu près convaincu qu'en France, d'un point de vue légal, on ne peut pas le faire, ce qui n'est pas tout à fait vrai quand même. On peut toujours trouver des moyens de le faire. Et donc, du coup, on a beaucoup peur de le faire et on a beaucoup peur, paradoxalement, d'abîmer la culture si on licencie, en se disant que ça va faire mal à l'équipe parce qu'on n'est pas beaucoup. Alors qu'en fait, c'est vraiment l'inverse. Quand on arrive à bien designer sa culture à ce stade-là, on va construire une core team qui est d'une efficience impressionnante. Et c'est ça qu'on veut. À ce stade, pour réussir à se dire qu'on a réussi, il faut vraiment être
convaincu que chacune des personnes fit parfaitement avec la culture. Si on a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Je le dis souvent, mais c'est vraiment le point clé. Si maintenant je pars un petit peu sur Team of Teams. Donc, Team of Teams, on est sur l'étape d'après. Donc, comme on l'a dit, on est autour de jusqu'à 100 à 150 personnes, quoi. Donc, on va de 20 à 100 à 150. Ici, on va avoir des nouveaux enjeux. Les enjeux stratégiques qu'on va avoir, classiquement, c'est celui du positionnement stratégique. C'est-à-dire comprendre quel est concrètement le problème qu'on résout sur un marché pour réussir à prendre une place. Dans l'adéquation produit-marché, on comprend le problème que rencontrent des clients. Le positionnement stratégique, c'est la dimension au-dessus. C'est un problème sociétal qu'on essaye de résoudre. On arrive à le formaliser et en conceptualisant ce problème sociétal, on arrive à prendre une place et à l'expliquer. Exactement comme ce que je vous racontais sur Fly the Nest. Au départ, on croyait que le problème que rencontraient nos clients, c'était la croissance et on avait des produits pour accompagner la croissance. Il nous a fallu 6 ans pour comprendre que c'était les moments de changement d'échelle et que ça, c'était quelque chose que n'importe qui pouvait rencontrer et qu'en fait, notre job, c'était de creuser ces problématiques-là, de les étudier pour être capable de les formaliser et d'apporter un peu plus de connaissances sur ce sujet-là. Le positionnement stratégique, c'est ça ce qui va venir compléter la vision qu'on a commencé à construire au stade d'avant. Évidemment, je vais zoomer sur tous ces sujets-là juste après. Il y a un deuxième enjeu quand même stratégique qu'on rencontre, c'est le début de l'exploration en termes de développement. Et on a 3 types de croissance possibles. La géographique, c'est-à-dire aller explorer des nouveaux marchés géographiques, des nouveaux pays, des nouveaux continents, le sectoriel et les nouveaux produits, ce qu'on appelle la diversification produit. J'écris mal, je zoomerai un peu plus, mes excuses. C'est ça, ce début de cette exploration-là, qui, au stade d'après, deviendra clé, deviendra en fait le cœur du sujet de la diversification. Parce que certaines de ces explorations vont devenir massives, importantes, et vont commencer à peser dans la balance stratégique. Et donc, c'est elles qui vont venir créer le stade de changement d'échelle suivant de la diversification. Si je zoome un petit peu plus sur les enjeux organisationnels, ici, c'est difficile. Si au début, tout était build, maintenant, on commence à avoir tout un tas de choses qui marchent bien. Et la première chose qu'on a à faire, c'est comprendre quelle est sa chaîne de valeur. Et si je prends une chaîne de valeur très classique d'un SaaS, on va avoir une première étape d'acquisition, faire venir des gens pour qu'ils commencent à connaître notre solution et qu'ils soient potentiellement intéressés, la vente ou la conversion. On va avoir le funnel ici, naturellement, si on est en B2C. On va avoir des processus de vente plus classiques si on est en B2B. Et puis ensuite, on aura sans doute une phase de setup. Typiquement, si on est un SaaS B2B, ce qu'on peut rencontrer beaucoup, il y a une longue phase d'installation. Et puis ensuite, on va avoir l'avis de notre client et son départ. Ça, c'est la chaîne de valeur un peu classique qu'on va rencontrer chez la plupart des boîtes. On peut toujours au moins partir de ce modèle-là et puis on va l'ajuster. Si on a une marketplace, on en a 2 et ça se croise. Si on est un fonds d'investissement, c'est pareil, on a 2 communautés. Il faut trouver des LPs, les convaincre, les amener. Et puis dans l'autre sens, on va avoir des startups dans lesquelles on va investir. Il faut les trouver, il faut les convaincre et puis il faut y aller faire le deal et puis faire la vie. Et ce qui se passe ici, je dirais que le premier vraiment élément clé majeur, c'est que le run devient plus important que le build. Faire vivre cette chaîne de valeur dans la durée, faire en sorte que ça tourne bien, que ce soit une belle mécanique bien huilée, ça commence à prendre beaucoup de temps. Et normalement, on est en train d'essayer de faire beaucoup de volume pour atteindre les objectifs du BP qu'on a vendu aux investisseurs en série A, quoi. C'est comme ça qu'on a négocié notre valo. On a prouvé qu'on avait une adéquation produit-marché. Maintenant, il faut faire ces objectifs-là, atteindre les targets et donc avoir une chaîne de valeur qui fonctionne ultra bien. Donc, du coup, on bosse sur des process, on bosse sur des KPI,
On bosse sur des tableaux de bord, on bosse sur ce qu'on appelle nous des cookbooks, c'est-à-dire la recette pour chacune de ces étapes-là. C'est ça qu'on a envie de faire vraiment en détail. Mais ce qui est très compliqué, c'est que le run prend quasiment tout le temps, mais pour autant, on n'a pas le choix de continuer à builder des choses. Il y a encore plein de choses qui sont transverses, qui sont cross-départements, qu'il faut réussir à faire marcher. Et c'est là que ça devient vraiment difficile. Donc, c'est cette dichotomie entre le run et le build qui apparaît à cette étape, qui est un peu stratégique et qui rend tout l'exercice de l'organisation très complexe au scale 2 Team of Teams. Donc, c'est pour ça qu'on va passer un petit peu de temps pour zoomer sur celui-là. Les enjeux culturels qu'on va avoir, alors, ils sont normalement plus simples, sauf si on a raté celui d'avant. Hein. Si on a raté cette étape-là, on a tout le boulot à faire ici, et c'est tout un boulot de build, tout un boulot sur des people, alors qu'on est en train de faire cette étape qui est très très difficile. Donc, vous comprenez pourquoi c'est bien de pas rater sa core team et la dimension culturelle à l'étape 1. On le paye vraiment très cher quand on arrive ici. Concrètement, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Je dirais que la première chose clé, c'est que du coup, on a plusieurs équipes et donc chaque équipe se spécialise. Donc chaque équipe crée sa sous-culture, va avoir ses propres ways of working, comme on dit là, ses propres rituels, sa propre documentation, ses propres systèmes, etc. Donc chaque équipe va commencer à vivre sa petite vie. On a des niveaux d'expertise sur chacun des métiers qui deviennent élevés, donc du coup, on ne peut plus connaître tout ce qui se passe dans toute la boîte, même les founders. Ça devient vraiment très compliqué. Normalement, on a un niveau d'expertise trop élevé sur chacune des équipes pour que d'une équipe à l'autre, on puisse avoir un avis vraiment hyper pertinent sur ce qu'il faudrait faire. Je dis bien normalement, hein. Mais c'est un petit peu ça le sujet. Et donc, du coup, vu que chaque équipe est en train de vraiment se construire, chaque équipe est en train de vivre son propre scale 1, bah, il y a une question à se poser qui est mais comment je recrée mon one team? C'est quoi ma team of teams? Bah, c'est quoi mon ensemble? Et donc là, il y a les nouveaux rituels de toute la boîte qui sont à reconstruire. Et on a probablement une deuxième dimension, quelque chose qui arrive toujours, une leadership team qui apparaît. De manière très simple et très classique, les patrons de chacune des équipes. Mais ce serait un raccourci. En général, on a des gens qui sont peut-être pas patrons d'une équipe, qui sont individual contributors, comme on dit souvent, mais qui sont des personnes très clés de la boîte, qui vont faire partie de cette leadership team aussi. C'est finalement l'équipe qui s'assure de la synchronisation un petit peu entre tout. Et donc ça, c'est nos deux enjeux. Les deux enjeux du Scale 2, c'est que chaque équipe vit son Scale 1 et qu'il faut reconstruire ce One Team, reconstruire cette histoire pour l'ensemble de l'équipe. Passons maintenant sur Diversify. Je vais aller un poil plus vite sur Diversify parce que habituellement on a moins de monde à cette étape-là, mais le but c'est quand même qu'on comprenne un petit peu tout ce qui se joue à cet endroit-là. Sur le Diversify, l'enjeu stratégique majeur, c'est la conquête. Concrètement, on a les mêmes choses que ce qu'on avait avant, c'est-à-dire on a de la géographie, on a des nouveaux secteurs et on a des nouveaux produits. Ce qui veut donc dire qu'on a une complexité business quand même beaucoup plus élevée. On n'est plus en train de gérer une seule chaîne de valeur. À chacun là, c'est des chaînes de valeur différentes. Peut-être qu'ils se ressemblent, peut-être que la chaîne de valeur aux US ressemble à celle en France, mais quand même, il va y avoir des spécificités. S'il n'y en a pas, il y a un doute, quoi. On n'a peut-être pas super bien réussi l'analyse qu'on aurait dû avoir au niveau des US. Et qu'est-ce qui se passe du coup en termes de stratégie? C'est qu'en fait, ici, ce qu'on fait surtout, c'est de la gestion de l'allocation de ressources. On est en train de réfléchir à combien on met sur chaque pays, combien on met sur chaque secteur, combien on met sur chaque produit. Et quand je dis combien on met, les ressources, c'est lesquelles qui sont les deux les plus contraignantes. La première, c'est obvious, c'est les sous, mais croire que c'est la plus difficile
enfin, aujourd'hui, en ce moment, vu comment notre marché c'est un peu tendu, c'est peut-être l'une des plus difficiles. Mais en vrai, la plus complexe, c'est la tech. C'est celle-là qu'on manque toujours de bandes passantes tech pour développer des trucs. Et donc, savoir allouer ses ressources tech, c'est ultra clé. Donc, c'est les deux ressources qu'il est super critique de savoir allouer. Il y a quand même deux petits enjeux qui découlent de ça, en plus d'un point de vue stratégique. Le premier, c'est la centralisation-décentralisation. Qu'est-ce qu'on garde central et qu'est-ce qu'on répartit dans les pays, etc. Et le deuxième, c'est l'innovation. Concrètement, chez Fly, je crois que sur toutes les scale-up qu'on a accompagnées, qui étaient à ce stade-là, elles ont toutes ce problème. On ne sait plus trop innover. Soit on y va machine de guerre, on met des budgets pas possibles pour essayer de développer le nouveau produit parce qu'on a la conviction que c'est ça. Et ça, c'est l'erreur classique de tous nos jolies grosses boîtes du CAC 40. Soit on est en galère parce qu'on ne sait plus comment faire tout petit et comment faire pour explorer le 0 à 1. On ne sait pas comment le faire sur les pays et c'est probablement pas la manière de le faire sur un nouveau pays que sur un nouveau secteur, que sur un nouveau produit. Et donc en fait, on essaye de trouver une recette à comment faire pour réinnover et c'est quand même assez difficile, quoi. Donc ça, c'est un enjeu classique stratégique qu'on aura à cette phase-là. Les enjeux organisationnels, ils sont de plusieurs natures. Je vais en citer quelques-uns. Il y a un gros sujet de communication à tout niveau. Ça devient très complexe, la communication, que ce soit transverse ou que ce soit l'ascenseur de haut en bas. Comprendre ce qui se joue sur le terrain pour la direction, ça devient compliqué. Parce qu'en fait, c'est plein de bruit. Et donc, il faut nettoyer cette information-là. Il faut faire des analyses un peu poussées de tout ce qui se dit pour réussir à tirer un peu l'essence. Trouver quel est le sens des priorités de manière purement top-down ou de manière purement bottom-up, ça ne marche pas beaucoup. Et donc, il faut réussir à mener cet ascenseur, récupérer toute l'information du terrain, la raffiner, avoir une première itération de réflexion, poser des priorités, les faire challenger, etc. Donc, ça, c'est vraiment une ingénierie à part entière qui est vraiment pas facile. Un deuxième truc, c'est les synchronisations. Comment est-ce qu'on synchronise nos roadmaps? Comment est-ce qu'on s'assure que ce qu'on est en train de développer pour un pays, ça pourra peut-être servir pour l'autre, ou si ça ne sert pas pour l'autre, au moins c'est un choix conscient. Et on a aussi des différences de rythme entre les différentes équipes. Peut-être que le rythme de l'équipe qui s'occupe des grands comptes, c'est un rythme long, parce que les cycles de vente sont lents, alors que l'équipe qui s'occupe des petites et moyennes entreprises a un rythme de vie hyper rapide. Et donc, en fait, itère beaucoup plus rapidement et a peut-être un cycle sur 6 mois, alors que celui sur les grands comptes, en fait, il ne change pas grand-chose tous les 2 ans, quoi. Et donc ça, synchroniser ces rythmes aussi, ça commence à être très complexe. Et la dernière chose organisationnelle très lourde, très concrètement, c'est les focus internes. Les premiers vrais focus internes arrivent ici. Qu'est-ce que j'appelle les focus internes? La croissance, c'est jamais une droite. On aimerait croire que c'est une droite comme ça. En fait, pas du tout. C'est des moments de croissance un peu forte. Et puis ensuite, c'est un peu le chaos, c'est un peu le dawa dans la boîte. Donc, on va zoomer, regarder dedans pour essayer de nettoyer. Et puis ensuite, on va repartir, etc. Et donc, c'est plutôt un escalier comme ça, notre croissance. Et ça, c'est cette petite zone plate, c'est ça nos focus internes. Et c'est vraiment quand on arrive à ces étapes-là qu'on a des vrais focus internes qui peuvent stopper la boîte. Je pense par exemple à de la dette tech, de la dette technique à rattraper qui implique des freezes. C'est pas si fréquent qu'on en a avant, ou sinon on en a avant, c'est qu'il y a peut-être des sujets, quoi. On a des vrais sujets d'automatisation. Est-ce que c'est vraiment le moment avant de tout automatiser et de faire la boîte la plus propre du monde? C'est pas sûr en fait, hein, parce qu'il va falloir conquérir, il va falloir aller vite, et puis il y a d'autres gens. Mais par contre, arriver là, si on ne sait pas le faire, on va ralentir drastiquement. Donc souvent, c'est là où on le fait. Et puis, on en entend quand même vraiment beaucoup parler en ce moment, hein. Mener un layoff, c'est un focus interne.
Là, il y a plein de boîtes tech qui sont en train de le faire en ce moment. Ça, c'est aussi un moment difficile de vide focus interne. Il faut zoomer, se concentrer sur les équipes, comprendre ce qui se passe. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, pas passer trop de temps sur les gens qui partent, mais passer la majorité du temps sur les gens qui restent. Parce que c'est avec eux qu'on va rebuilder après. Voilà, et sur les enjeux culturels qu'on va avoir, je pense que le plus évident, c'est le multiculturel qui vient des différents pays ou des différents secteurs ou des différents produits. Encore une fois, pareil, c'est la même contrainte, c'est ce qui arrive. On n'a pas la même culture aux US qu'en France. Si je reprends la question des layoffs, les Français voient la manière de licencier aux US en un seul jour comme absolument violent. Quand tu expliques aux Américains comment ça se passe chez nous sous la forme de points de départ volontaires qui durent 3 mois, ils voient ça comme Hunger Games, hein, et ils se disent qu'on est complètement barjot. Donc là, c'est deux modèles de pensée qui n'ont rien à voir, et il faut le faire. Layoff, c'est une période de licenciement, c'est réduire les effectifs d'une certaine partie. Et j'en parle parce qu'en ce moment, dans la tech, on en voit vraiment beaucoup, avec la nécessité d'aller vers un peu plus de profitabilité plutôt que de l'extrême croissance. Donc c'est quelque chose qui est hyper commun chez Fly, on en voit énormément, donc on en parle. Ouais, je pense que tous ceux qui ont fait des périodes de licenciement entre la France et les US l'ont vécu. C'est complètement délirant, ces manières de penser qui n'ont rien à voir. C'est très compliqué à concilier. Je pense qu'on ne peut pas imaginer une solution entre deux qui marcherait pour tout le monde. Il faut l'accepter, quoi. On est multiculturel. Et c'est pareil sur les secteurs, hein. Les gens qui s'occupent des grands comptes ont quand même pas tout à fait la même culture que les gens qui accompagnent que des mini-boîtes, etc., quoi. Ça va pour l'instant? C'est good pour vous? Ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer un petit peu plus. Je vais maintenant vous présenter quelques frameworks pour essayer de réfléchir comment le faire. Je vais essayer de faire 5 minutes. Je vais maintenant réfléchir par ligne. C'est-à-dire, on va parler de la vision, vision et stratégie. C'est quoi un modèle pour essayer de poser une vision quand on est à la première étape? Qu'est-ce qu'il faut rajouter quand on est à la deuxième étape? Qu'est-ce qu'on peut rajouter quand on est à la troisième? Je ne vais pas faire toutes les cases parce qu'on n'aura pas le temps. Donc, je vais faire la vision sur Scale 1, Scale 2. Ici, l'organisationnel, je vais faire les 3 étapes. Et ici, je ferai les 3 étapes, mais plus light. Parce que de toute façon, c'est un peu moins des modèles et beaucoup de la pensée et du travail de fond. C'est parti. Alors, je zoome un petit peu. Une manière de réfléchir à sa vision, qui fait partie vraiment intégrante du produit chez Fly the Nest. Quand on est sur cette première étape, on formalise la vision souvent en 3 étapes: un court terme, un moyen terme et un long terme. Ces 3 phrases simples, terme et long terme, 3 phrases simples qui décrivent là où on en est. Le court terme, il est en général inférieur ou égal à 6 mois. Le moyen terme, il est souvent 1 an, mais il peut être un peu plus. Et le long terme, il est supérieur à 2 ans. Mais c'est rare que ça aille beaucoup, beaucoup plus loin. 3 ans, 5 ans peut-être, mais c'est pas si fréquent. On est vraiment en exploration. Vous vous souvenez, l'enjeu, c'est l'adéquation produit-marché. Donc en fait, tout ce qu'on fait, c'est des tests. Donc le court terme, ici, c'est une hypothèse. C'est l'hypothèse qu'on est en train d'explorer maintenant. Si elle se passe bien, on peut continuer le plan comme prévu. Si elle ne se passe pas, il faudra itérer, il faudra pivoter. Et ça, c'est vraiment valable jusqu'à la série A. Alors qu'on est sorti de l'adéquation de produit avant la série A, c'est pas vraiment sûr, quoi. Avant 20 personnes, c'est pas vraiment sûr. Le moyen terme, ici, c'est l'étape d'après au milieu, donc c'est la nouvelle marche a posteriori. C'est une autre marche. Et le long terme, c'est vraiment un outil managérial, c'est un outil d'inspiration, c'est un phare dans la nuit, c'est quelque chose qui nous motive, c'est vers là où on va. C'est suffisant de bosser sur ces 3 phrases-là, en général à ce stade. Le court terme étant hyper critique, le moyen terme qui permet de se projeter un poil plus, qui permet aussi d'abandonner des trucs que je ne vais pas mettre là, je les mettrai. Voilà, on n'a pas le temps de les faire pour le court terme, donc on va les poser là, on ne les oublie pas. Et avec ça, on arrive à décrire une vision, et en vrai, avec ça, on peut convaincre des investisseurs si on a fait un bon travail et qu'on montre qu'on sait passer ces étapes. Quand on arrive ici,
sur l'étape Team of Teams. Donc, vous vous souvenez, on est entre 20 et 120. Et l'un de nos sujets clés, hein, c'est le positionnement stratégique, celui-là. Et donc, quand je zoome, je me rends compte combien j'écris très mal, donc je suis vraiment navré. Pour réfléchir au positionnement stratégique, il y a un framework moi, que je vous invite à tester qui s'appelle le Category Design. Ce framework, il est assez simple, c'est 3 boîtes, comme d'hab, hein, c'est souvent des boîtes, et puis on va réfléchir dedans. Ces 3 boîtes-là, ça va être, ici, on va écrire le problème qu'on résout. Ici, on va chercher les sources du problème. Et ici, celui d'en dessous, on va essayer de zoomer sur les conséquences à ne pas le résoudre. Ce n'est pas un exercice facile, mais ce category design, c'est ce qui permet d'essayer de se dire, bah, plutôt que de me placer dans une catégorie qui existe, je vais peut-être essayer de construire la mienne. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais voilà, si on est une boîte avec énormément d'ambition, en général, on va essayer de construire sa propre catégorie ou de suffisamment bien la formaliser ou mieux la formaliser que les autres pour en prendre le lead. Si je prends l'exemple de Fly the Nest, le problème qu'on traite, c'est le changement d'échelle. Les sources du problème, c'est tout ce que je vous raconte en ce moment. Et les conséquences à ne pas le résoudre, c'est perte d'épanouissement dans l'équipe, des fondateurs qui se retrouvent plus dans leur propre boîte, ça arrive très 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 souvent, des sentiments d'isolement, des sentiments de solitude, des pertes d'efficacité, des pertes de vélocité. Voilà, ça va être vraiment les grands classiques. Quand on rate ces étapes de changement d'échelle, on va beaucoup moins vite et on se marre vachement moins ensemble, globalement. Et ça, c'est un exercice qu'on a envie de faire et qui est très difficile. Et donc, vous pouvez tout simplement poser avec une partie de votre équipe ou avec la leadership team, si elle est déjà créée, Codir, Comex, quel que soit son nom. Vous posez ces 3 blocs-là, tout le monde réfléchit 10 minutes. Qu'est-ce que je crois, quel problème sociétal qu'on traite, quelles sont les sources de problèmes et quelles sont les conséquences à ne pas le résoudre. Et vous verrez que souvent, on n'a pas les mêmes réponses. Certains vont mettre un problème ici et d'autres vont le mettre dans les sources. D'autres vont le mettre dans les conséquences. Et en fait, faut essayer de s'aligner et trouver vraiment la bonne réponse à ça. C'est ça qui fait qu'on arrive à construire son positionnement stratégique et donc, normalement, toute la forme de son marketing. La manière dont on va présenter la boîte, la positionner, dont on va expliquer ses produits, etc. Donc ça, c'est censé être du coup transverse à tous les marchés qu'on est en train d'explorer, à tous les secteurs qu'on explore. Mais tous les produits qu'on crée sont une réponse à ces problèmes, naturellement. Et c'est ça qui amène beaucoup de cohérence stratégique à la boîte. En série B, on lève là-dessus, sur l'explication de ce problème sociétal dans lequel on va prendre de la place. Pourquoi? Parce que c'est en ayant bien formalisé ce problème qu'on est capable d'aller formaliser des choses comme son total addressable market, son marché adressable, donc sa vraie taille de marché, comprendre véritablement qui sont les acteurs et les mapper, et du coup raconter comment est-ce qu'on va pouvoir attaquer ça. Je vais maintenant aller sur le côté de l'organisationnel. Au niveau de l'organisationnel, à ce stade, nous, on a un petit outil qu'on utilise bien qui s'appelle le master plan, mais en vrai, c'est assez simple. On peut appeler ça OKR, on peut appeler ça comme on veut, il y a plein de manières de le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire tous les chantiers de la boîte. Donc, on va avoir probablement l'acquisition, on va avoir la vente, on va avoir la conceptualisation du produit, on va avoir l'équipe, on va avoir la levée de fonds qui est en cours, etc. Donc, en fait, tous les projets qu'on mène, on va les mapper. Et pour chaque projet, on va se donner un objectif qui est associé à notre court terme, à la vision court terme qu'on avait écrite. Ce qui est très clé, c'est que c'est exhaustif. On a tous les projets de la boîte qui sont représentés. Les projets humains, RH sont là, les projets tech sont là. S'il y a un projet qui manque, il y a un problème. On est une core team, donc on a envie que tout le monde sache tout, on a envie que ça aille le plus vite possible. Donc il faut que ce plan-là il soit exhaustif. Et puis après, une fois qu'on a construit, je ne sais pas, ça on a dit que c'était la levée, le projet de levée, c'est quoi toutes les étapes pour y arriver en chemin, puis on décrit le petit roadmap. Et c'est parti. Quand on arrive à l'étape d'après, si on essaye de faire ça, ça ne marche plus. Parce que si on veut être exhaustif, alors là, on meurt un peu. Ça devient vraiment trop compliqué. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez, on a
des équipes qui sont elles-mêmes en train de vivre leur scale 1. Ça veut dire que chacune des équipes va avoir son propre plan à elle, exactement comme on vient de le décrire, où elle aura l'exhaustivité de ces projets-là. Et je vais avoir un master plan compagnie qui, lui, sera non exhaustif. Typiquement, c'est sûr que la tech est sortie, parce que la tech, ça y est, elle est passée dans Jira ou quelque chose qui est beaucoup plus adapté à la gestion produit plus organisée. Et j'ai quand même une grosse nécessité de prioriser. Et donc, du coup, je vais par exemple me dire, bah, tiens, dans l'équipe, allez, je prends un exemple, j'avais l'équipe Sales ici, cet enjeu-là, là, il est vraiment critique. Donc, lui, je vais l'amener dans mon master plan compagnie, il va être là. Puis, j'en ai peut-être un autre qui vient de l'équipe, et puis c'était, bah, tiens, la culture, parce qu'on l'avait un peu raté, et donc du coup, on a un gros projet sur la culture. Et donc, les sales, celui-là, c'était là, bah, c'était peut-être, tiens, Salesforce. On était en train de mettre en place Salesforce. Donc, on est en train de le faire. Mais j'ai aussi d'autres types de chantiers qui arrivent, qu'on va appeler les chantiers transverses. Ça veut dire qu'ils touchent tout le monde, ou alors ils ne sont pas encore sous l'ownership d'une team. Et donc, c'est des chantiers qu'on a besoin de piloter à l'échelle de la leadership team. Donc, ça, en fait, c'est le master plan de la team, le master plan de l'entreprise, qui est piloté par la leadership team et qui est non exhaustif. J'ai juste les projets les plus critiques pour l'entreprise. Certains sont transverses, certains viennent des master plans d'équipe. Quand j'arrive à l'étape d'après, je vous fais juste un tout petit zoom pour qu'on en parle et pour pouvoir avoir un ordre d'idée. La dimension, vous vous souvenez, ce qu'on était en train de dire, c'est qu'on a plein de marchés différents qu'on est en train d'explorer. Et stratégiquement, ce qu'on fait, c'est de l'allocation de ressources. Donc, c'est de la priorité. En fait, on va décrire des priorités, peut-être une, deux, trois, quatre, prio 1, prio 2, prio 3, prio 4. Mais ce qui change, c'est que ce ne sont pas des projets. Parce que des projets, j'en ai des centaines de partout. Et donc, ce que je veux, c'est juste mapper, c'est quoi les 5 top projets qui servent cette priorité. Et à l'échelle de mon COMEX ou de mon équipe de direction, en fait, c'est juste ça que je vais regarder. Tout le reste, il va se passer plein de trucs, mais ça, je ne peux pas louper. Et donc, si je vois que j'ai de l'énergie qui est en train de se passer sur un autre projet, alors que celui-là de la prio 1, il n'avance pas, bah, il va falloir couper, quoi. Et il va falloir se dire, bah, non, celui-là, on l'arrête et puis on rebascule toutes les énergies dessus. Et donc, en fait, les prios ne décrivent plus des projets, mais décrivent vraiment des dimensions, des bêtes, des paris qu'on est en train de prendre, des chemins, il y a un avant et un après de la boîte, normalement. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a un marketing pour chacune de ces prios. Elles ont des noms, on arrive à les garder en tête parce qu'on a peut-être 700 personnes qu'on veut qu'ils connaissent ces 4 priorités dans l'ordre. Ça peut paraître pas grand-chose de connaître 4 noms et de les mettre dans l'ordre, mais croyez-moi que 700 personnes sachent tout du long de l'année exactement l'ordre et les 4 prios, c'est dur. Donc, on fait du marketing quasiment autour de chacune de celles-là. Voilà, ça c'est pour du coup tout ce qui va être pilotage de la perf. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais là j'ai parlé surtout du build. Mais ce qui se passe aussi, hein, c'est qu'à partir de maintenant, on va piloter avec des KPI. Donc en vrai, les vrais tableaux de bord, on les crée ici. Quand je suis dans Team of Teams et que je suis dans mon pilotage, la deuxième dimension qui arrive, c'est le pilotage de mes KPI. Je ne l'ai pas dit, mais on le garde en tête. Au niveau de sa chaîne de valeur, c'est quoi les KPI que je vais piloter ici pour l'acquise, pour la vente, pour le setup, pour la vie. En fait, je vais avoir des KPI clés qui vont construire mon tableau de bord d'entreprise. Ah, pardon. Alors là, on va prier que quand je fasse suivant, on n'a rien perdu. Normalement, non. Magnifique, on a tout perdu. C'est pas grave, on était à la fin. Il nous restait à parler vite fait de la culture. Je vais aller très très vite sur la question de la culture. Et je vais du coup stopper le partage. Excusez-moi pour ça. De toute façon, sur la culture, je n'ai pas de dessin à vous faire. Donc ça tombe bien, on était à la limite. Qu'est-ce qui se passe sur la culture à l'étape 1? Ce qu'on va essayer de faire, c'est de parler, de trouver les valeurs qui nous identifient tous. Donc en fait, on va réfléchir aux valeurs de chaque personne
et essayer de faire un mapping des valeurs de chacune des personnes pour trouver les valeurs clés que l'entreprise doit incarner. Ce qui est très difficile, c'est qu'à la fois, c'est un exercice qu'on doit faire avec tout le monde, mais en même temps, on s'est peut-être un petit peu planté sur des recrutements aussi. Donc, pour moi, la seule recommandation sur laquelle j'insiste beaucoup à ce stade, c'est d'être extrêmement exigeant et de ne pas faire trop de place au doute. On n'est probablement pas très fort à ce stade pour comprendre sa propre culture, donc on n'est pas très très fort pour assess des cultures des gens qu'on embauche, pour vraiment se dire ouais, c'est quelqu'un qui marche, qui va bien marcher avec nous ou pas. Donc il faut pas hésiter à tester, il faut pas hésiter à recruter et voir quand ça fonctionne très très bien ou quand ça fonctionne pas, et à se séparer de quelqu'un quand ça fonctionne pas. En vrai, quelqu'un qui me dit que 4 recrutements sur 5 ils sont bons, à ce stade-là, je n'y crois pas du tout. Franchement, 1 sur 2 en général n'est pas un recrutement super. Donc, posez-vous vraiment vos bonnes questions, coupez des périodes d'essai, parce que c'est là où c'est vraiment le plus facile. Et si vous ne l'avez pas fait à temps, bah, tant pis, allez-y. Faites appel à vos avocats pour comprendre comment ça marche et comment on peut faire, mais il ne faut pas hésiter. Et on le voit tout de suite. Si c'est pas smooth, si ça marche pas bien, s'il y a des tensions, bah, c'est qu'on s'est probablement planté. Et à ce stade, on n'a pas envie. On veut avoir construit une culture, une core team vraiment hyper fluide qui marche très très bien. À la dimension d'après, Team of Teams, on a toujours nos valeurs. Alors, à chaque scale, c'est bien de les revoir un petit peu. À chaque moment de changement d'échelle, c'est bien de revoir un petit peu ces valeurs parce qu'on les comprend mieux. Donc, on va les affiner, on va les enrichir. Et on va les enrichir en général de 2 choses. On va les enrichir de comportements, donc de comportements collectifs, des comportements qu'on veut, des comportements qu'on ne veut pas. Et on va les enrichir de spécificités par département. Tiens, ça veut dire quoi pour l'équipe des sales d'incarner notre culture? Comment est-ce qu'on vend, nous? Notre manière à nous, notre patte à nous de faire de la vente. C'est quoi notre patte à nous de faire de la tech? Est-ce qu'on fait comme absolument tout le monde ou est-ce qu'on a des choses? Et la troisième étape, diversify, en vrai, à ce stade-là, on est plutôt 300, 400, 500. Et en fait, la population la plus clé, c'est les managers. Et donc, je dirais que la culture, on va venir enrichir d'une nouvelle chose qui vont être les leadership principles, c'est souvent comme ça qu'on les appelle, ou les principes managériaux. Et on va surtout construire le plus possible une académie de leadership ou le training des managers pour s'assurer que cette population-là maîtrise cet outil culturel et est capable de s'en servir. Parce que, en fait, toutes les équipes, quand on est en Diversify, vivent soit des scale 2, soit des scale 1. Donc, elles ont le même exercice à faire. Voilà, on est arrivé à peu près où. Cédric, tu as une question sur les hard skills versus le fit culturel. Alors, bah oui, en fait, c'est ce que je disais. Au scale 1, bon, les hard skills, c'est cool, mais soyons honnêtes, on ne va pas recruter des méga grosses stars du marketing quand on est 5 pelés. C'est quand même très, très difficile. Par contre, on peut recruter des gens avec qui ça va fonctionner ultra bien, et donc on va aller vite. Par contre, au scale 2, Team of Teams, là, on a quand même envie de commencer à avoir des gens qui sont vraiment très forts, quoi. Et donc, les gens qui vont être à la tête des différents départements, soit c'est des gens qui étaient déjà là, ça arrive, hein, et qui scale avec la boîte, qui arrivent à se développer avec la boîte. Soit c'était des gens qui étaient déjà très forts et qui avaient fait le pari de repartir vers des toutes petites boîtes. Ça arrive aussi, bah, tant mieux. Soit on va les chercher dehors. Si vous faites 100% de mettre des gens qui étaient dans l'équipe à devenir les boss des départements, ouais, c'est pareil, j'ai du mal à y croire. C'est quand même rare d'avoir la dream team parfaite d'une équipe de 120 alors qu'on était 5 ou 6 ou 10 au départ. Donc, ouais, indéniablement, privilégier les soft skills et l'adéquation culture dans le scale 1, c'est primordial parce que sinon on s'en mord les doigts. Et de toute façon, l'excellence opérationnelle, c'est au scale 2. Donc là, on cherche des gens qui sont très forts, qui maîtrisent leur sujet, mais qui ont cette capacité, cette intelligence émotionnelle d'adapter ce qu'ils font à notre univers, à notre propre culture. Donc, on néglige pas la culture pour autant. Mais bon, comme on a fait du bon travail, si jamais ils ruent dans les brancards, en général, tu as toute l'équipe qui se monte contre eux, ça passe pas. Donc, on le sait vite. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent? Moi, j'en ai une, Cédric. Ouais. C'est Hortense. Pardon. Qu'est-ce qui se passe quand on prend une équipe qui est déjà
dans ta définition au stade Team of Teams, qu'on se rend compte que la culture n'a pas été tellement gérée, que les valeurs ne sont pas tellement définies en fait à ce stade-là, qu'on fait un travail pour les définir et on ouvre vraiment un projet culture et en sort une inadéquation entre le CEO ou les fondateurs et les managers. Bon, de manière très bête et méchante, c'est plus facile de se séparer de ses managers que de se séparer de son CEO. Hein. Ouais. Donc, naturellement, nous, on dit que la culture, c'est le barycentre entre les valeurs de tout le monde, pondéré par le leadership. Et donc, bon, enfin, qu'on le veuille ou non, normalement, le fondateur a quand même plus de leadership que tout le monde, en tout cas plus d'influence. Et donc, on va quand même être obligé de composer avec ça. Donc, il va falloir clairement repartir de là et comprendre profondément d'où vient l'inadéquation. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire table rase, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut virer tout le monde et repartir de zéro, mais il y a faut certainement faire un petit peu de ça, quoi. Il faut certainement quand même se séparer des personnes qui sont les plus éloignées de la culture, travailler avec les personnes qui sont les plus proches et aller recruter des gens qui vont pouvoir, eux, incarner pleinement la culture telle qu'on l'a définie à ce stade. Mais à chaque fois chez Fly, à chaque fois qu'on a voulu peut-être essayer d'amener des funders à se sentir bien dans la culture qui est le barycentre du reste de la boîte, ça marche pas trop, ça carotte. Ouais. Ouais. C'est dur, hein. C'est horrible. Parce que c'est les équipes qui vont en pâtir avec probablement des départs, alors qu'en vrai, c'est les fondateurs qui n'ont pas travaillé ça sur la première étape. Donc c'est là qu'il y a un peu d'injustice aussi, quoi. Pas très drôle. C'est vraiment très dur quand on rate la culture au scale 2. Hein. Si on ne l'a pas bien fait au scale 1, quand on a au scale 2, c'est un enfer. La frise de la phase organisation du scale 2. Ouais, alors en fait, en plus, j'ai réussi à retrouver mon truc. Donc du coup, je peux vous la repartager. Vous la voyez ? Au scale 2, donc il y a deux choses, vous vous souvenez, on disait que le run commence à dépasser le build. Le run, c'est ça, c'est la chaîne de valeur, là, c'est cette partie-là que je décrivais ici. On décrit sa chaîne de valeur, et puis pour chaque étape, on va trouver les bons KPI. Donc pour l'acquisition, par exemple, ça va être le nombre de leads qu'on est capable de générer, la qualité des leads et le coût par lead, peut-être. Pour la vente, ça va être le new business. Et puis la vie, là, peut-être on va mesurer le churn, etc. Bref, on va trouver les bons KPI qu'il nous faut. Et pour ce qui est du pilotage des projets, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, chaque ligne là que je mettais là, ce sont des projets. Donc, par exemple, là, c'est le projet Salesforce dans l'équipe de sales avec un objectif. On a peut-être un projet je sais pas moi, de chasse pure. On va essayer d'aller faire du cold call pour aller chercher des gens ou ce genre de choses. On a peut-être un projet de recrutement de plein de sales, recrutement et training de mes sales. Donc, chaque ligne est un projet avec un objectif défini, et donc ça nous fait des mini roadmaps. Mais à l'échelle compagnie, je vais juste prendre les projets les plus critiques de chaque équipe, plus les projets qui sont dans aucune des équipes, mais qui sont importants de mener à l'échelle de la boîte, et je vais prioriser le tout. Ça va, ça répond à la question? Sinon, n'hésitez pas, hein, on prend un café et puis on zoome. Hop. Alors, comment s'identifie, se manifeste une culture? Comment bien évaluer qu'on a bien travaillé? Qu'on a loupé le coche, il y a des tensions de partout. Ça, c'est vraiment clé. Quand il y a des tensions tout le temps, quand il y a des gens qui ne s'entendent pas, quand il y a des projets qui n'avancent pas, on se dit qu'on a loupé sa culture, hein, qu'on n'a pas bien réussi à cet endroit-là. Pour se dire qu'on a bien réussi, il y a une entente de fou, quoi. Il y a une core team qui fonctionne trop bien, où c'est fluide, où les gens bossent ensemble facilement, potentiellement sur des trucs qui ne sont pas leur domaine. Ça circule, quoi. Et donc, on s'en rend vite compte. Hein. Disons que se dire que c'est réussi, c'est une appréciation. Se dire que c'est raté, il n'y a pas de... Ouais, ça se voit, quoi. Hein. Je crois qu'en tant que funder, quand on rate la culture, on le sait. Hein. On se sent pas bien, on se sent un peu isolé, on ne sait pas trop comment gérer, mais on marche sur des œufs avec des jeux. Et ça, on n'a pas envie. Hein.
Est-ce que j'encourage le recrutement de people issus des grandes entreprises pour leurs expériences? J'ai pas d'avis là-dessus. Dans les grandes entreprises, il y a des gens de toute culture, de toute nature, de tout niveau de compétences. Il y a des super recrutements, il y en a des moins bons. J'ai vraiment pas d'avis. Pour moi, il y a des gens géniaux partout. Hmm. Et une bonne manière, c'est aussi de voir comment les problèmes sont réglés. Absolument, Benjamin. Totalement d'accord. La capacité à sentir des problèmes et les adresser d'un point de vue collectif, c'est souvent signe d'une bonne culture. Et comment peut-on rattraper le coche en scale 1 avant de passer en scale 2? Prendre son temps. Peut-être partir, ce que je fais souvent, c'est on part avec les funders, on identifie on fait des cercles. C'est quoi notre gros cercle de confiance? Les gens avec qui on se sent hyper bien. Peut-être le deuxième cercle, peut-être le troisième cercle. Une manière de faire, ça peut être, si je zoome un peu, on prend tiens, nos valeurs qu'on avait définies. Alors, mettons qu'on avait, je sais pas, valeur 1, valeur 2, 3, 4. Et puis, on va mettre en ligne toutes les personnes. On va mettre Marcel ici, on va mettre Jean-Pierre ici, on va mettre Annie ici, etc. Et puis, on va essayer de se faire une note par chacune des valeurs. Et on va voir ce que ça donne. Déjà, en tant que funder, on va voir qu'on n'est pas toujours d'accord. Donc, ça va être intéressant. Puis ensuite, ça va nous faire une somme. Alors, évidemment, c'est un modèle très mathématique. Prenez pas le résultat tel quel. C'est juste un modèle qui sert à la réflexion. Et ça vous aidera à définir vos grands cercles. Cercle 1, confiance totale. Cercle 2, c'est des question marks. Et cercle 3, ça va pas. Bon, ça va pas. Hein. Il faut s'en séparer. Il faut faire ça le mieux possible, le plus proprement possible. Donc, on fait appel à son avocat pour voir comment légalement on peut faire ça. On peut toujours. Il n'y a pas de on peut pas, ça n'existe pas, on peut toujours. Ça prendra juste plus ou moins du temps. Le cercle 2, on bosse particulièrement avec eux. Et le cercle 1, on les inclut le plus possible dans tout pour continuer de maintenir ce niveau de culture. Excuse-moi, Cédric, je peux poser une question rapide? Ouais. Tu parlais justement du fait que rien n'est impossible, on peut toujours séparer des gens, bien sûr. Le problème, c'est que quand tu es en scale 1, souvent on se retrouve avec des gens qui non seulement ont peur de la législation française, ok, mais aussi ont peur que les premiers employés normalement viennent avec de l'equity. Et là, c'est quand même une autre discussion. De se séparer de salariés, c'est une chose. De conserver des gens qui ne sont plus salariés ou de leur garder, qui conservent leur equity, s'il n'y a pas eu de vesting, s'il n'y a pas eu de pacte d'associés bien fait proprement, là, c'est quand même une autre source de problème. Ah ouais, c'est clair. C'est pour ça que moi, je dis toujours de prendre son temps avant de donner son equity. Ouais, mais il y a certains profils qui viennent pas s'il n'y a pas d'equity. Ouais. Au scale 1, au scale 2, je suis d'accord. Au scale 1, quand même, tu peux quand même toujours mettre du vesting. Mais bon, c'est vrai. Et moi, je dirais que ça rajoute une complexité supérieure et sans doute des négociations. Mais c'est quand même toujours possible. Hein. On l'a toujours vu faire. Hein. C'est jamais facile. Hein. Ça se travaille. Mais oui, il faut être prudent. Hein. Il faut se dire que c'est quand même dur, la culture à ce stade. Julien, si tu as besoin d'aller, tu peux Non, aller. il y a peut-être une dernière question de François dans le chat, si tu remontes un tout petit peu. Alors, quand on rate la culture, on le sait. Et en même temps, tout à l'heure, tu parlais de l'hésitation à licencier, c'est-à-dire que ça va faire plus de mal à la petite équipe derrière. C'est juste pas toi en tant que funder qui fait une connerie. C'est une très bonne question. C'est bien de se remettre en question en tant que funder. Hein. C'est vraiment c'est bon signe. Je pense pour tout funder, il faut se remettre en question. C'est un peu la même question c'est un peu le même sujet que cette histoire de Paris Centre de culture. La culture, elle sera de toute façon toujours influencée par vous, funder, passivement. Le jour où elle sera moins influencée, c'est parce que vous aurez trouvé, formé ou fait monter des leaders qui porteront des énormes morceaux de la boîte et que vous pourrez peut-être un petit peu step back, vous reposer un peu plus là-dessus. Et donc à ce moment-là, vous aurez moins d'influence sur la culture. Et c'est bien ou pas bien, il n'y a pas de règle. Hein. Mais à ce stade, en fait, vous en avez massivement de l'influence sur. Donc, que vous ayez bien fait ou pas bien fait, c'est pas grave. Vous avez de l'influence sur la culture, donc essayez de designer cette culture autour de vous dans un premier temps. Il n'y a pas vraiment le choix. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture. En fait, ça n'existe pas. Il y a sa culture, c'est tout. Quoi. Il y a des cultures qui sont faibles dans des entreprises, et il y a des cultures qui sont fortes parce qu'elles sont hyper incarnées, parce que tout le monde les incarne.
Ce qu'on veut, c'est des cultures fortes, quelles qu'elles soient. Et donc, accepter qui on est en tant que tel, en tant que founder, avec ses qualités, ses défauts, et se dire que ma boîte, elle sera comme ça aussi, au moins à ce stade-là. Et puis après, je corrigerai par la suite. Mais bon, oui, on fait des erreurs, on les travaille. Encore une fois, c'est ce que je disais, c'est un petit peu injuste pour les gens qu'on a recrutés en sachant qu'on s'est gouré. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend à recruter aussi, en se plantant. Il faut juste agir vite, quoi. Et puis, il ne faut pas s'inquiéter pour l'équipe qui reste. Hein. L'équipe qui reste, elle le sent, ce différentiel de culture. Et donc, quand on règle ces problèmes-là, ça fait du bien à tout le monde. Ça, c'est... moi, je dirais que c'est ce qui m'a débloqué sur cette question-là. C'est quand je me suis rendu compte combien l'équipe qui restait était heureuse quand on avait travaillé ça. Durée moyenne pour ShadScale, j'ai pas de réponse. Ça dépend énormément des boîtes. Ça dépend des marchés, ça dépend des produits, ça dépend si on veut des croissances rapides ou des croissances lentes. Il y a tout type de boîtes. Il y a des PME qui vivent ça en plusieurs années, à chaque étape. Il y a des scale-up qui vivent tout ça en 2 ans. C'est dur à dire. Hein. Plus ça va vite, plus c'est dur, comme d'hab. Voilà. Ça va tout le monde? Merci beaucoup pour les commentaires, ça fait très plaisir. Je vous propose peut-être avant de partir, moi j'aime bien faire un ROTI, Return on Time Invested. Vous pouvez mettre tout de suite dans le Slack. Alors 5, c'est j'ai vraiment bien fait de venir, c'était trop utile pour moi. Et 1, c'est j'aurais mieux fait de faire ma lessive, quoi. M'invitez plus. Et voilà, et sentez-vous libre d'être très franc, quoi. Oh, bah, ça fait très très plaisir. Merci beaucoup à tous. Trop bien. Adorable. On en fera sans doute d'autres. Et puis, bah, j'en ferai peut-être un spécial sur Diversify, ouais, si on a trop de temps sur le Diversify, ok. Ça marche. Bien noté. Je pense que j'en ferai des spéciaux pour zoomer sur chacune des étapes. Alors, merci à tous. Merci beaucoup Cédric, merci à tous pour votre participation et si vous voulez le revoir ou le partager à vos proches, n'hésitez pas, on vous le mettra en replay. Donc merci à tous. Et bonne journée tout le monde. Un très très grand merci Cédric et Julien. Merci. Bonne Merci. journée. Bye bye.